Oui, bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors dans cette vidéo, je vous propose une revue complète de mon portefeuille compte titres ordinaire. Donc je publie une vidéo tous les 15 du mois donc sur le portefeuille compte titres. Ici, c'est une vidéo un petit peu, on va dire, de côté. C'est juste de passer en revue le portefeuille d'actions qui compose le CTO, avec une analyse un peu plus approfondie, notamment sur l'analyse fondamentale et les analyses graphiques. Voilà, donc l'agenda est simple, c'est la revue complète du portefeuille. Alors, on va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer avec Tesla. En fait, j'ai trié simplement de la plus grosse cap à la plus petite cap au sein du portefeuille. Alors, pas capitalisation boursière, mais en tout cas capitalisation dans le portefeuille. Donc, on démarre par Tesla, qui est ma première valeur. On va regarder l'analyse fondamentale. Donc là, vous avez un tableau complet alors qui est tiré de Giro. En fait, si vous utilisez de Giro, bah, vous pouvez aller dans l'onglet ratio, vous allez récupérer pas mal de choses. Alors moi, je vais me focaliser principalement dans un premier temps sur le revenu. Donc si on regarde le revenu en fait en TTM, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois glissants, sachant que les données ont été mises à jour le 4 septembre, donc on a un chiffre d'affaires de 94 milliards d'euros pour un EBITDA de 16 milliards. Donc on est à peu près à 17-18% d'EBITDA par rapport au revenu. Donc j'ai toujours regardé le revenu, l'EBITDA. En gros, c'est est-ce que la société est rentable? Donc la réponse ici est oui. Ensuite, je vais regarder l'efficacité de gestion. Donc le ROI et puis le ROE, Return on Equity en moyenne. Donc il faut des ratios qui sont de l'ordre de 15% voire supérieurs, ce qui est le cas également pour Tesla. Donc on a plutôt une très bonne efficacité de gestion. Donc un bon revenu, un bon EBITDA, une bonne efficacité de gestion. Ensuite je vais regarder les marges. Alors une marge opérationnelle de l'ordre de 17%. Marge brute de 25% avec une marge, un profit net en fait de 15%. Donc là aussi c'est très très bien compte tenu du secteur d'activité dans lequel se trouve Tesla, c'est-à-dire la construction automobile. Ensuite je vais regarder la dette et puis est-ce que la dette est couverte par le free cash flow. Donc on a un free cash flow de 6 milliards, on a une dette négative, hein, donc ça veut dire que la société Tesla dispose d'un trésor de guerre de plus de 20 milliards, donc elle peut investir sans problème, à la fois dans les usines ou dans les infrastructures technologiques, puisqu'elle est capable de générer un free cash flow très important. Et enfin, le dernier point, on va regarder l'évolution graphique de Tesla. Donc le ticker c'est TSLA. Donc vous avez une droite de régression logarithmique. Ça donne une valeur théorique de 290 euros. Alors en fait c'est pas 290 euros, c'est 290 dollars. C'est simplement le formatage de la cellule que j'utilise, qui est la même pour les actions françaises et américaines, donc 290 dollars pour un cours à 265 dollars. Donc on est un petit peu en dessous de sa valeur théorique de 9%. On est relativement en ligne. Donc ce qu'on peut voir, c'est quand même entre l'année 2021 et l'année 2022, on a été vraiment très très haut sur le cours de Tesla. Donc il y a eu une belle correction
depuis le début de l'année 2022. Et puis maintenant, on revient dans une zone qui correspond à peu près à son cours théorique. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus près, alors moi j'aime bien utiliser des graphiques sur le niveau weekly, donc une vision à la semaine. Alors j'ai identifié un canal ascendant qu'on peut voir depuis le début de l'année 2023. Alors c'est sûr, il y a des hausses et des baisses. On peut voir donc une zone de renforcement qui se situe légèrement au-dessus des 200 $. Et puis on va voir par exemple le haut du canal qui correspond à une zone de résistance qui est autour des 300 $. Donc si on arrive à passer cette zone de résistance des 300 $, on se dirigerait vers les 400 $. La deuxième ligne de mon portefeuille, c'est Google, Alphabet en fait. Alors si on regarde Alphabet, donc on a un revenu de 289 milliards pour un EBITDA de 92, donc c'est globalement à peu près un tiers, même un petit peu plus d'un tiers. Voilà, ce qui est également très, très intéressant. Alors, vous verrez hein, après typiquement sur une société qui a une activité comparable à Google, notamment sur les infrastructures, c'est Amazon, et on va voir qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Bon, la grosse différence, c'est qu'effectivement, Amazon a une composante, une activité donc de vente. Là où Google est une société purement technologique. Alors l'efficacité de gestion, donc également très bonne, un ROI de 20,35, un ROE de 23. Donc on a priori des ratios très bien. On regarde maintenant, donc il n'y a pas de dette, hein, il y a pareil un trésor de guerre de plus de 100 milliards de dollars, avec une génération de cash flow de l'ordre de 70 milliards de dollars. Alors si on regarde maintenant les taux de croissance sur les 5 dernières années, donc ce que j'aime bien regarder, c'est est-ce que le revenu est toujours en croissance. Donc on peut voir qu'on est de l'ordre de 20% sur les 3 et 5 dernières années. Il y a un petit ralentissement sur la dernière année. Le bénéfice par action, donc earning per share EPS, est en baisse sur l'année, mais par contre sur les 3 et 5 dernières années est en hausse. Alors, on peut avoir un petit warning par rapport à cette baisse de 13,47% en TTM sur une année. Donc si on voit également la dette qui a tendance à augmenter 30%, bon, c'est pas inquiétant puisque on a un trésor de guerre et un cash flow qui est très important. Si on regarde au niveau graphique, donc sur la droite de régression logarithmique, on a une valeur théorique de 127,50 $ pour un cours de 136. Donc globalement, l'action Google est à son cours. Donc, tout comme l'action Tesla, on a eu une envolée jusqu'en 2022, puis ensuite il y a eu une correction, même une correction assez forte. On était quasiment à moins 1 sigma et là on revient en fait sur la valeur théorique. Donc globalement l'action est à peu près à son cours, hein, il y a un petit écart de 6%. Bon, ça peut varier très rapidement, on va dire, sur d'une semaine à l'autre. Donc on est à peu près au cours sur Google. Si je regarde maintenant l'analyse graphique, donc on voit qu'on évolue entre une zone basse qui a été touchée autour des 85 $, une zone haute qui est autour des 150 $, et puis un canal depuis le mois d'octobre de l'année dernière, avec un beau coefficient de corrélation de 0,92, donc on est vraiment bien dans le canal. On est actuellement à peu près au milieu du canal. La troisième ligne dans mon portefeuille, c'est en phase. Alors si on regarde en phase, donc un revenu de 2,7 milliards
pour un EBITDA de 700 millions. Donc on est à peu près à 30% à peu près d'EBITDA, donc c'est plutôt une société rentable. Si on regarde l'efficacité de gestion, c'est également très correct, un ROI de 24,47, un ROE de 80%. Si on regarde maintenant les marges, donc on est également sur des marges assez confortables et une profitabilité nette de 17%. Si on regarde la dette qui est négative, donc elle a également de la trésorerie, 500 millions d'euros, et une génération de cash flow de l'ordre de 800 millions d'euros, qui est en progression notamment si vous regardez la colonne TTM et la colonne LFY. Si on regarde maintenant les taux de croissance, alors même si la dette augmente de manière très importante, c'est la dernière ligne tout en bas, on peut voir quand même qu'on a des taux de croissance à la fois du chiffre d'affaires qui sont très très importants, donc on est en phase de croissance très forte pour l'entreprise en phase, et également le bénéfice par action qui est également en très forte croissance. Alors moi typiquement le price earning sur ce type d'action je regarde pas trop puisque on est vraiment sur des actions à forte croissance. Donc si on regarde la droite de régression sur Enphase, puisque Enphase c'est quand même une société qui existe depuis déjà pas mal d'années, donc on peut voir qu'on a une valeur théorique de 136$ pour un cours actuel de 122, donc on est un petit peu en dessous. Donc pareil, c'est une société qui a connu des hauts, on est allé quasiment à plus de sigma plusieurs fois, et puis depuis le début de l'année 2022, donc il y a une très forte correction. On peut voir actuellement qu'on est à peu près sur la valeur théorique de l'action. On est même légèrement en dessous de 11%. Si on regarde au niveau graphique, donc on voit qu'elle évolue entre donc un support qui se situe autour des 100, un petit peu au-dessus de 120$, pardon, et 325$ qui était son plus haut atteint au début de l'année 2023. Donc je vous ai mis, alors en termes de couleur peut-être aussi pour expliquer, donc en violet on est sur du mensuel, en bleu on est sur du weekly, donc du hebdomadaire, et en jaune on est sur du daily. Donc on voit actuellement qu'on est sur une zone assez forte de support, donc en tout cas moi ma cible c'est de renforcer à peu près dans les cours actuels. Alors l'ensemble de mes sociétés, moi je suis sur une vision vraiment très long terme. Alors, je pense que si j'en ai vraiment beaucoup, je suis très chargé, ce serait vraiment d'alléger sur les plus hauts historiques. Mais la logique en fait, c'est de garder ces actions sur le long terme. On continue avec Meta. Ex-Facebook. Alors si on regarde le revenu 120 milliards, l'EBITDA à peu près 40 milliards, donc on est à peu près sur un tiers. Donc on est également sur un très beau ratio. L'efficacité de gestion est également très bonne, 14,83 pour le ROI et 18,52 pour le ROE. Donc ça c'est tout à fait plus que correct. Très belle entreprise, et si on regarde au niveau des marges, on a des marges qui sont également assez exceptionnelles puisqu'on est au-delà des 20%, y compris la profitabilité nette. Alors elle n'a pas de dette, elle a du cash flow 33 milliards et un free cash flow capable d'être généré donc de 24 milliards. Donc Meta peut continuer à investir dans ses activités sans problème ou racheter des technologies pour compléter ses capacités, notamment en termes d'infrastructure et d'outils. Alors les taux de croissance, donc ce qui est intéressant de regarder, donc c'est la croissance du revenu, donc
alors qui était de l'ordre de 10%, qui baisse un peu. Si on regarde sur les 12 derniers mois sur un an, on est à peu près à 1%. Par contre, on est quand même sur 5 ans et 3 ans sur une belle croissance de l'ordre de 20%. Une baisse également du bénéfice par action sur les 12 derniers mois glissants, mais bon, il reste positif. C'est une société qui ne distribue pas de dividendes. Si on regarde au niveau graphique maintenant, c'est une action qui est montée pas mal jusque, pareil, à peu près la fin de l'année 2021, puis il y a eu une très forte baisse, on est allé quasiment à moins 2 sigma, donc c'était vraiment le moment d'acheter du méta. Depuis, il y a eu une belle correction, mais on n'a pas encore rattrapé la valeur théorique. Alors, vous voyez, il y a quand même une relation entre les ratios qu'on a vus précédemment, notamment sur les 12 derniers mois, et puis le fait que le cours soit encore en dessous de sa valeur théorique. Alors, si Meta réussit à redresser la barre, à générer à nouveau une profitabilité très forte, eh bien, je suis convaincu qu'on reviendra au minimum sur la valeur théorique qui est de l'ordre de 370 $, voire même aller plus, hein, puisque entre 2018 et globalement 2022, on était quand même de manière régulière au-dessus de sa droite de régression. On n'était même pas très loin du plus 1 écart type. Alors si je regarde graphiquement, là aussi c'est très propre. Sur du weekly depuis novembre 2022, on voit qu'on évolue dans un canal haussier. Alors on était aussi quand même sur ces derniers mois en fait à la limite de la rupture. Donc là on est quand même dans le canal. Donc tant qu'on reste dans le canal, on est toujours sur cette pente ascendante qui est relativement forte. Alors j'ai mis en rose les supports et les résistances, en bleu les supports et les résistances weekly. Donc on voit on est actuellement sur une petite résistance là autour des 300 $. Si on arrive à les franchir, eh bien on ira sur les 350 $. Par contre, si on sort de ce canal haussier, donc là on rentrera plutôt dans une consolidation, et là on pourra envisager un scénario un petit peu différent pour Meta. Alors ensuite on arrive sur Gecina. Alors c'est pas une société américaine, c'est une société française, donc ce qu'on appelle les SIC, hein, société immobilière cotée, l'équivalent des REITs mais en France. Alors j'avais Unibail Rodamco que j'ai vendu pour garder une seule ligne qui est Gecina. Alors on va regarder là. Alors c'est difficile là, de juger les bidas par rapport aux revenus, hein, puisqu'on est sur une foncière. On va regarder, vous voyez par exemple l'efficacité gestion, on a un ROI, ROE qui est négatif. Alors si on regarde sur les marges, néanmoins on a des marges qui sont quand même assez confortables, 26% de marge nette sur la profitabilité. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la dette. Donc on a une dette de 6 milliards avec un free cash flow qui est négatif. Donc ça, c'est pas forcément une info, on va dire, très positive par rapport à la ligne Gecina. Si on regarde la croissance du revenu, bon là on n'est pas du tout sur des sociétés technologiques, hein, donc c'est normal qu'on a des croissances de revenus relativement faibles. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu un effet Covid avec une croissance du revenu négatif sur les 3 dernières années. Par contre, on voit qu'il y a quand même un redressement qui s'effectue sur les 12 derniers mois. Bon, c'est une société qui distribue du dividende. On a 5,30 € avec une action qui vaut un peu moins de 100 €. Donc on a autour de 5% de rendement. Alors moi je me pose toujours la question par rapport aux sociétés immobilières et long terme, est-ce que c'est une société que je dois garder dans mon portefeuille ou éventuellement céder pour investir sur les sociétés de croissance et sociétés technologiques? Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous avez une opinion sur
sur le choix entre les REITs qui assurent du rendement et les sociétés technologiques qui assurent une croissance. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'un ou pour l'autre, ou éventuellement un mix des deux? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si on regarde Gecina par rapport à la droite de régression, on a une valeur théorique de 132 euros, on est actuellement à 98 euros, donc il y a quand même un écart théorique. Alors c'est aussi la raison pour laquelle je garde Gecina pour l'instant dans mon portefeuille. Si je sors la ligne Gecina du portefeuille, j'attends au moins un retour sur la valeur théorique. Donc c'est quelque chose qui pourrait subvenir relativement rapidement dans les trimestres à venir. Peut-être un an, 2 ans, mais je pense qu'on va retourner en fait sur ce point d'équilibre. Au niveau graphique, donc le graphe de Gecina au niveau hebdo, donc j'ai mis ici une oblique. On a évolué donc sur la fin de l'année 2021 et quasiment tout au long de l'année 2022, on était en dessous de cette oblique, on l'a tapé même plusieurs fois. Et puis au début de l'année 2023, c'est ce qu'on peut voir ici, on a dépassé en fait l'oblique. On peut voir ici, c'est du weekly, hein, donc on est bien monté sur la zone des 115 euros. Puis ensuite, il y a eu un retour, donc cette oblique a joué plus ou moins le rôle de support. Et actuellement, on évolue entre une petite zone 90-105 euros, on va dire depuis le mois d'avril 2023. Voilà, donc pour l'instant, c'est une société qui latéralise, une action qui latéralise, donc on verra soit on arrive à s'extraire de cette zone des 105 euros pour un retour notamment sur le prix théorique autour des 130, 135 euros, ou alors on retourne à nouveau taper en fait l'oblique. Donc s'il y a une sortie par le bas du canal, on aurait une résistance en fait qui correspondrait à 75-80 euros. Alors on passe à ABBVie, donc c'est une société qui est dans le domaine médical, hein, c'est une industrie, l'industrie pharmaceutique, laboratoire. Assez jeune. Donc si on regarde le revenu, donc 56 milliards de revenus, 28 milliards d'EBITDA, donc c'est à peu près 50% du revenu en EBITDA. Très très bien. Efficacité gestion, par contre, on peut voir que le ROI et le return on asset, il est relativement faible. Par contre, on a un return on equity qui est relativement important, de l'ordre de 60%. Alors si on regarde maintenant les marges, on a quand même des marges confortables, mais ça c'est la spécificité des laboratoires. Généralement les gros labos ont des marges confortables et une profitabilité nette de l'ordre de 20%. Donc typiquement, moi c'est un secteur dans lequel je souhaite rester investi, voire continuer à investir dans le temps. Donc ABBVie représente tout à fait un candidat solide pour des investissements sur le long terme. Si on regarde la dette qui est de 52 milliards et le free cash flow de 14 milliards, alors ça peut paraître assez important, hein, mais bon, ce sont des sociétés quand même qui ont des capacités dans le temps à avoir une génération de free cash flow relativement constant. Si on regarde les taux de croissance, donc on a, à part sur l'année dernière, un taux de croissance négatif, mais globalement, on a des taux de croissance assez forts en fait de la société ABBVie. Alors ce qui peut être intéressant aussi si on regarde les dernières lignes, on a un EBITDA par exemple qui croît plus vite que la dette. Donc ça veut dire que notamment au niveau du free operating cash flow, c'est une société qui est capable de générer de la profitabilité de manière plus forte que l'évolution en fait de sa dette. Donc ça c'est plutôt rassurant pour un actionnaire de long terme. Si on regarde à la droite de régression, on a une valeur théorique de 140 $ pour un cours actuel de 149 $, donc on est dans les clous en fait. On peut voir que ABBVie, c'est une société relativement une croissance assez constante qui évolue entre moins 1 sigma et plus 1 sigma.
Donc on se renforce lorsqu'on est à moins 1 sigma, et éventuellement on s'allège lorsqu'on sera à plus 1 sigma. Et ça, on peut le faire sans forcément vendre, on va dire, toute la ligne, mais on peut faire régulièrement des opérations de renforcement et d'allègement si on veut faire un peu de swing trading sur ABBV. Si on regarde maintenant au niveau graphique, donc j'ai identifié une zone assez forte de résistance qui se situe entre 164 et 176 $. On a un support assez fort entre 116 et 124 $. Et on évolue actuellement en fait dans ce couloir, et notamment un couloir entre un support weekly qui se situe à 132 $ et puis une petite résistance à 155 $. Voilà, mais globalement, on peut avoir une zone de renforcement autour de 132 pour s'alléger sur les plus hauts, par exemple 175 $ par exemple. Là, typiquement, c'est vraiment une action pour faire du swing trading. Pour ceux qui veulent faire des allers-retours assez réguliers, on voit bien que l'action oscille assez régulièrement, on va dire entre les bornes basses de la zone supérieure et la borne haute de la zone inférieure. Alors je passe à l'action suivante qui est Apple. Alors si on regarde Apple, en fait, un revenu de 383 milliards pour un EBITDA de 123, donc c'est à peu près un tiers. L'efficacité de gestion est plus que bonne, hein. On a vraiment une rentabilité des capitaux qui sont très importants, que ce soit le ROI, le ROA ou le ROE. Si on regarde au niveau des marges, donc c'est une société avec des marges exceptionnelles, donc une profitabilité nette de l'ordre de 25%, donc on a vraiment ce qu'on appelle le MOT, des capacités en fait à augmenter les prix et finalement déterminer le prix de marché de ces produits. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'appréciable en tant qu'investisseur. Une société qui a des dettes, qui fait des emprunts en fait pour acheter ses actions, donc elle pourrait tout à fait rembourser ses dettes, puisque la dette représente moins de 50% du free cash flow. Si on regarde les taux de croissance annuels, on voit qu'il y a une petite difficulté sur les 12 derniers mois. Par contre, on a une croissance régulière de l'ordre de 10-15% sur les 3 et 5 dernières années. Si on regarde donc le bénéfice par action, qui est, même si le chiffre d'affaires baisse, étant légèrement en hausse, il croît de manière très importante sur les 3 et 5 dernières années. Alors si on regarde maintenant le cours reflète quand même assez bien les difficultés temporaires d'Apple, notamment en termes de croissance, hein, puisque la société financièrement se porte très très bien, mais on voit que la croissance du chiffre d'affaires a ralenti. On a une valeur théorique de 263 $ pour un cours de 179. Donc on peut voir qu'on est quand même un petit peu en retard sur l'évolution du cours. Maintenant, si on regarde graphiquement, donc on avait une résistance qui se situe un petit peu en dessous des 200 $. On a un support assez important sur les 130 $, un deuxième support weekly autour des 155 $, et puis on est actuellement sur une zone qui fait office en fait de support, si on est optimiste, autour des 180 $. Donc si on arrive à sortir par le haut, on aura en direction des 200 $ une nouvelle résistance. Si on sort par le bas, on aura un support au niveau des 155 $. On passe maintenant en micro.
Alors Microsoft a un revenu de 200 milliards pour un EBITDA de 100 milliards, donc à peu près 50% d'EBITDA. Donc là on est dans l'édition du logiciel, même s'il y a une partie quand même un peu industrielle avec la Xbox. On voit quand même au niveau de l'efficacité de gestion de très bons ratios, hein, donc 25% sur le ROI, 18% le ROA et quasiment 40% sur le ROE. Donc ça c'est quelque chose d'appréciable. Si on regarde les marges, elles sont également exceptionnelles, tout comme Apple. Si on regarde maintenant la dette qui est négative, donc la société a un trésor de guerre et une capacité à générer un free cash flow également très important. 40 milliards, c'est la dernière ligne, free cash flow. Des taux de croissance annuels composés qui restent également de bonne facture, hein, puisqu'on est sur 8% sur les 12 derniers, sur l'année dernière et 12 derniers mois, donc 6,88. On a également un bénéfice par action qui est en croissance, et puis une dette qui baisse. Donc on a vraiment des ratios tout à fait positifs. Si on regarde maintenant sur la droite de régression, donc là par contre au niveau du cours, on a vraiment une société qui a un petit peu corrigé comme les autres sociétés technologiques, mais qui est repartie très très fort, puisque on a un prix théorique de 176 $ pour un cours à 337, donc on est quasiment à 2 sigma. Voilà, donc prudence, hein, si vous souhaitez investir sur Microsoft, hein, on pourrait tout à fait avoir un retour, alors peut-être pas sur la valeur théorique, mais on pourrait avoir un retour sur plus 1 sigma qui serait autour des 260 $. Si on regarde donc Microsoft, depuis le début de l'année 2023, elle évolue dans un canal donc, qui est également ascendant, donc bon coefficient de corrélation, 0,90. On est actuellement à l'approche d'une résistance autour des 340-350 $. Donc si on arrive à dépasser cette résistance, eh bien on irait en fait sur le haut du canal qui pourrait se situer d'ici la fin de l'année plutôt autour des 400 $. En cas de sortie de ce canal, on a un premier petit support autour des 310 $, puis ensuite un support un peu plus important autour des 290 $. Moi, si je souhaite me renforcer, j'attendrai plutôt un support des 290 $. On continue avec Chevron. Donc Chevron, c'est l'industrie pétrolière, hein, tout comme Total Énergie en France. Alors un revenu de 214 milliards pour un EBITDA de 50 milliards, donc c'est à peu près 25%. Un ROI tout à fait correct, hein, puisqu'on est au-dessus des 10%, même si on est un petit peu en dessous des 15% pour le ROA. On est quasiment à 20% pour le ROE. Donc très belle société. Les marges sont également bonnes, avec une marge pour une profitabilité nette de 15%. Si on regarde la dette, on a donc une dette de 11 milliards pour un free cash flow généré de 16 milliards. Donc la dette est tout à fait soutenable. Société très bien gérée. Alors si on regarde la croissance du revenu, alors j'ai moins 27% sur l'année glissante, ce qui me paraît un peu bizarre. Le bénéfice par action également en baisse de 46%. Bon, alors là, c'est des chiffres quand même à vérifier, mais si on regarde les croissances sur 3 et 5 ans, on a quelque chose de très positif. Bien sûr, la rentabilité de Chevron dépend aussi du niveau du cours du baril de pétrole. Si on regarde sur la droite de régression, donc on voit que régulièrement la société Chevron est au-dessus et en dessous de sa valeur théorique qui se situe à 141 $. On est actuellement à un cours de 163 $, donc on est un petit peu au-dessus.
Donc c'est un petit peu cher, on va dire, pour investir, mais bon, c'est aussi par rapport au cours du baril. Donc moi, typiquement, ces genres d'actions, j'attendrais plutôt d'être sur moins un sigma pour renforcer, voire moins 2 sigma, et puis m'alléger si je vais très très haut en fait sur les valeurs. Bon, on n'est pas sur une valeur de forte croissance, néanmoins on est quand même sur une valeur de croissance. Voilà, donc on a identifié au niveau graphique, donc pareil, c'est du weekly. On a une zone très forte autour des 100-110 $, une zone de résistance un peu en dessous de 200, autour des 190 $, et le cours évolue depuis le début de l'année 2022 entre un support identifié autour des 130 $, et une résistance qui est un peu en dessous des 190 $. Pour du swing trading, on pourrait tout à fait jouer les renforcements à 150 $, les allègements autour des 185-190 $. On continue avec Merck, donc industrie pharmaceutique, 58 milliards de chiffre d'affaires, 15 milliards d'EBITDA, donc c'est à peu près 25%. Donc si on regarde le ROI, par contre, l'efficacité de gestion est relativement faible, hein. Donc si on compare par rapport à BBV, on voit qu'on est sur une société Merck un peu plus grosse et avec une efficacité de gestion un peu moins forte. Si on regarde par contre la marge opérationnelle de 30% et puis la marge nette de 24%, donc on voit que c'est une société quand même qui s'en sort très bien au niveau de la profitabilité. Une dette de 30 milliards pour un free cash flow de 3 milliards, donc une société relativement endettée et qui a un free cash flow par rapport à la dette qui est quand même voilà, de l'ordre de 8%, on va dire. Donc le ratio n'est pas forcément extraordinaire. Alors la croissance du revenu est relativement faible, hein, de l'ordre de 3% sur la dernière année. 8 à 14% sur les 3 et 5 dernières années. Donc le dividende est en croissance quand même sur les 3 dernières années. Donc pour un actionnaire qui recherche un revenu de dividende, c'est quand même pas mal. On a 2,80 $ en fait qui sont distribués. Si on regarde au niveau graphique maintenant, donc on évolue quand même sur des coûts relativement élevés, donc c'est peut-être pas forcément le moment d'investir dans Merck. On a une valeur théorique à 76 $ pour un cours à 108 $. Donc on est quand même sur des coûts relativement élevés par rapport à un historique. On peut voir par exemple dans les années 2000, on avait un cours qui était au-delà des plus de sigma. Donc une société qui est capable d'aller à plus de sigma, mais qui est également capable de descendre à moins un sigma. Moi, à titre perso, je me renforce uniquement à partir du moment où on repasse en fait sous la valeur théorique. Donc si on regarde au niveau graphique, effectivement, ça se traduit depuis 2019, c'est du weekly. On voit que c'est tout à fait propre, on est dans un couloir ascendant. Donc on peut voir un premier support autour des 90 $, une résistance qui va se présenter un petit peu en dessous des 120 $. Donc on pourrait tout à fait jouer en fait le range entre les 90 et les 120 $. Tant qu'on reste dans ce canal haussier, il n'y a aucune raison en fait d'envisager un retour sur des niveaux assez bas. Néanmoins, on voit quand même des supports qui correspondent à peu près au prix théorique, autour des 70 $, et puis ici un support assez important en fait qui se situe autour des 60 $. On continue avec Broadcom.
Donc là, on est dans la technologie. Alors, un revenu de 35 milliards pour un EBITDA de 20 milliards. Donc là, on est sur un EBITDA très important. Hein, ça correspond à peu près à 60% du revenu. L'efficacité de gestion est également très positive. On est à plus de 20%. Si on regarde les marges sont très importantes, donc c'est une société tout à fait intéressante. Alors si on regarde au niveau de la dette, on a une dette de 27 milliards, donc on est quand même sur l'industrie technologique, donc 27 milliards de dettes pour la génération free cash flow de 10 milliards, donc ça correspond à 3 ans globalement de free cash flow. Alors c'est une société qui distribue du dividende, hein, on est sur un dividende de l'ordre de 16 $. Si on regarde, les taux de croissance sont également relativement importants, même s'ils ont un petit peu ralenti sur les 12 derniers mois. On est quand même sur d'une croissance sur 3 ans de 13%, 5 ans également de 13%, une augmentation du dividende de l'ordre de 15% par an, donc ça c'est tout à fait intéressant. Et puis on a une croissance de l'EBITDA qui est supérieure, également le free cash flow qui est supérieur à la croissance de la dette. Si on regarde au niveau graphique, donc on a une valeur théorique de 906 $ pour un cours à 859 $. Donc on est quasiment au cours en fait. Donc ce qui était intéressant, c'était de rentrer sur Avgo peut-être quelques mois en arrière. On était sur moins 1 sigma, donc on était à peu près sur les 600-700 $. Donc là, ça valait le coup de rentrer à ce moment-là. Mais là, on est encore sur des prix, des valeurs qui sont tout à fait acceptables. Alors, si on regarde l'évolution depuis octobre de l'année dernière, donc on voit qu'on est allé on était sur un support autour des 440. On a atteint donc une première résistance qui était à 680, qui a été franchie de manière très très forte. C'est ce qu'on peut voir au mois de juin 2023. Puis là, depuis le mois de juin 2023, on oscille en fait entre un support qui se situe autour des 820 $ et une résistance autour des 920 $. Donc on est vraiment ici dans un canal de consolidation. Alors c'est peut-être une consolidation pour ensuite à nouveau une sortie par le haut avec une nouvelle croissance qui peut être relativement forte. Ensuite Amazon. Alors Amazon fait partie des GAFAM, mais on peut voir par exemple au niveau de l'efficacité de gestion et même de l'EBITDA, on est quand même sur des ratios un peu plus faibles que les autres GAFAM. Alors je pense qu'elle est pénalisée notamment par son activité de commerce qui est très consommatrice en termes de coûts, de ressources humaines, d'infrastructures, etc. Les entrepôts, les livraisons. Donc si on regarde le revenu qui est de 500 milliards, 538 milliards, on a un EBITDA de 60 milliards, donc c'est à peu près 12% du total du revenu. Une efficacité de gestion qui est relativement faible, puisqu'on est largement en dessous des 15. Si on regarde donc les marges, donc si on a une marge brute assez importante de 43%, on voit qu'on a une profitabilité qui est relativement faible, de l'ordre de 2,5%. Donc même si l'activité Amazon Web Services, qui est l'activité infrastructure cloud d'Amazon, génère de fortes marges, on voit quand même que c'est pénalisé par l'activité de commerce. Donc si on regarde la dette de 20 milliards avec la génération de free cash flow de 3 milliards, bon, c'est une société quand même qui est capable en fait
de gérer sa dette. Les taux de croissance, donc on le voit, on a quand même un taux de croissance qui est très bon, notamment sur la dernière année, de l'ordre de 10%. 20% de taux de croissance du revenu sur les 3 et 5 dernières années. Une rentabilité, donc bénéfice par action, qui est également très correcte. Et notamment, si on compare la croissance de l'EBITDA par rapport à la croissance de la dette, qui est supérieure. Alors, si on regarde au niveau graphique, donc là on voit que c'est une action qui est un petit peu en retard en fait. Si on garde Amazon dans les GAFAM, on voit que par rapport aux autres GAFAM, on est quand même bien en retard sur le graphique. On a une valeur théorique à 220 $, un cours actuel à 143, donc on a un retard de 54%. On était à moins 2 sigma, on se rapproche des moins 1 sigma, donc ce qui est plutôt positif, mais on est encore loin du cours théorique. On est actuellement sur une zone de résistance, hein, si on regarde du weekly. Si on arrive à passer cette résistance qui était sur les 140 $, on se dirigerait vers les 180-190 $. Si la résistance fait barrage à l'évolution du cours et à la sortie par le haut, on va retrouver un support autour des 100 $, voire un petit peu plus bas, un support autour des 80 $. On va terminer par Aflac. Donc là, on est dans les assurances aux États-Unis. Un revenu de 18 milliards, un EBITDA de 7 milliards, donc on est à peu près un tiers, hein, pour faire gros, 30% on va dire. Une efficacité de gestion donc, qui est correcte. Bon, on est dans de l'assurance, hein, donc on n'est pas sur des ratios comme on peut l'avoir dans les technologies. Néanmoins, on a des marges, une profitabilité qui est très bonne, 21% de marge nette en termes de profitabilité, donc ça c'est très très bien. 2 milliards de dettes, 2 milliards de free cash flow, donc la dette n'est pas un problème pour la société Aflac. Et si on regarde les taux de croissance, alors hormis les 12 derniers mois où on est en légère décroissance, globalement, alors, également sur les 3 à 5 dernières années en légère décroissance, mais on voit quand même une société, même si le chiffre d'affaires baisse légèrement, alors il y a peut-être des arbitrages au niveau de l'assurance sur les produits proposés par exemple, s'oriente peut-être vers des produits un peu plus rentables. En tout cas, ça se traduit par des augmentations fortes sur le bénéfice par action et par voie de conséquence sur la croissance du dividende. Si on regarde maintenant la droite de régression, donc on voit par contre que Aflac est sur des sommets. On a une valeur théorique de 54 $ pour un cours à 75 $, donc on est quand même très très haut. Moi, ça m'intéresserait de me renforcer, mais sur un retour en fait au minimum sur la valeur théorique, c'est-à-dire les 54 $. Donc si on regarde au niveau graphique, on voit que les 54 $, ça peut correspondre à un support. Néanmoins, depuis le début de l'année 2020, on voit qu'on est quand même dans un canal ascendant assez régulier, 0,93 de coefficient de corrélation, mais à peu près au milieu du canal. Donc on a un beau support en bas du canal qui correspond à peu près à 67-68 $. Le haut du canal sur un horizon un peu plus long de l'ordre de courant 2024, on serait autour des 90 $, mais on voit que l'action quand même régulièrement, eh bien, elle poursuit en fait sa croissance. Voilà, donc j'ai fait le tour en fait des actions dans mon portefeuille. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez.
Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.